Chers téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Chrétiens en santé. Chrétiens en santé, c'est votre émission qui vous fournit des informations sur les maladies, les causes, les symptômes, les traitements s'il y en a et surtout comment les vaincre. Mon nom c'est Fried Mouaba. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Nous avons un très grand plaisir d'avoir une fois de plus sur notre plateau le docteur Eric Kasenga. Docteur Eric Kasenga est pasteur, il est psychothérapeute, professeur, fondateur du ministère Hope Chrétien Life Center, Hope Christian Life Center. Et avec le docteur Kasenga, nous allons parler de la dépression sur le plan médical, c'est-à-dire les symptômes, les traitements s'il en existe, et nous allons parler de la dépression sur le plan spirituel. Est-il possible d'être chrétien et être déprimé, ou y a-t-il de la foi dans la dépression? Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre invité, le docteur Eric Kasenga. Docteur Eric, c'est un très grand honneur d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci beaucoup, Fried, pour la question. On va essayer de définir ensemble la dépression. La dépression, comme vous l'avez dit, souvent, on mélange la tristesse, la déprime, avec la dépression. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir essayer de définir la dépression, mais je vais essayer de définir la dépression dans des termes beaucoup plus simples pour arriver à aider nos internautes à comprendre la définition qui pourra nous aider à pouvoir évoluer durant notre entretien. La dépression, nous pouvons tout simplement la définir comme un trouble mental qui affecte l'humeur et dont la tristesse est l'un des indices les plus fréquents qu'on peut arriver à détecter lors de la dépression. La dépression est différente de la déprime. Je crois que très souvent les gens peuvent être déprimés, mais ils ont tendance à pouvoir dire qu'ils sont dépressés parce que la dépression, ça implique beaucoup de choses. On va pouvoir les développer ensemble durant cette interview. La déprime, si je peux essayer de la définir, la déprime, ça peut tout simplement être un changement moral qui peut être causé suite à un événement. Ça peut amener un peu de tristesse, ça peut nous mettre dans des difficultés sur le plan physique, autrement dit, ça peut nous enlever le sommeil, ça peut nous donner quelques difficultés sur le plan corporel, mais ce n'est pas nécessairement la dépression. La dépression, comme je le disais, c'est un trouble d'ordre psychiatrique et les traitements pour la déprime et les traitements pour la dépression sont différents. Et je crois que tout au long de cette interview, on va pouvoir décortiquer ensemble. Merci pour la réponse. Quand vous venez de dire que la dépression, c'est un ensemble de symptômes qui quelque part sont liés à l'humeur, c'est ça. Et j'ai une question. Déjà, avant d'avancer, pour avoir, plus tard, on va parler de quels sont les facteurs qui sont responsables de la dépression. Mais il y a un peu une certaine confusion dans le monde médical, parce que là, ce que vous avez défini, c'est la dépression clinique, c'est ça? Et il y a une petite confusion entre tous ces titres du corps médical. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, quelle est la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute dans ce cadre lié à la dépression? Ok, un psychiatre, pour pouvoir commencer, un psychiatre, c'est tout d'abord un médecin. Je rencontre souvent cette confusion, même dans ma propre pratique. Il y a des gens qui viennent et qui ne savent pas vraiment différencier la différence entre un psychiatre, un psychologue et un psychothérapeute. En fait, je crois que cela est lié au fait que le droit utilise le mot psyche, psyché. Ça mène souvent la différence. Pardon, ça mène souvent la confusion. Un psychiatre, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui a été à l'école de médecine, qui a fait de la médecine, mais qui se spécialise en psychiatrie. Autrement dit, la personne va se spécialiser dans tout ce qui touche les maladies mentales. Tandis qu'un psychologue, c'est quelqu'un qui a été à l'université. Et pour devenir psychologue, par exemple, ici au Canada, pour pouvoir porter le titre d'un psychologue, vous devez compléter des études doctorales et obtenir un doctorat. Et ça vous permet de pouvoir devenir psychologue. Vous devez faire la psychologie. En fait, il y a différentes branches en psychologie, la psychologie clinique, ou bien vous pouvez vous spécialiser en recherche. Ouais, mais peu importe. Et pour pouvoir porter le titre officiel d'un psychologue, vous devez absolument faire partie
du Collège des psychologues. Plus précisément ici en Ontario, au Canada. Donc, pour pouvoir être considéré comme psychologue, vous devez compléter vos études, passer leur examen et devenir membre du collège. Et c'est là où vous devenez un psychologue qui est reconnu. Et un psychothérapeute, c'est un conseiller, mais qui a fait des études avancées et qui utilise différentes techniques pour arriver à aider les gens à travers les dialogues lorsqu'ils ont des difficultés. Maintenant, parmi les trois, le psychiatre prescrit les médicaments. Le psychiatre est plus focalisé à tout ce qui touche les dérèglements sur le plan biochimique, c'est-à-dire que sur le plan du cerveau. Oui, oui. Donc, il traite la personne à l'aide des médicaments. Oui, oui. Tandis que le psychologue ne traite pas, en fait, plus précisément ici en Ontario, le psychologue ne peut pas prescrire le médicament. Oui, oui. Le psychologue peut utiliser différentes techniques pour pouvoir aider la personne. Il peut faire de la recherche, il est beaucoup plus avancé dans ses études, mais il ne prescrit pas le médicament. Et le psychothérapeute aussi, il travaille avec la personne, mais il n'est pas psychologue parce que le psychologue a le droit de faire des tests pour pouvoir déterminer si la personne souffre de différents troubles mentaux. Le psychologue peut faire ce qu'on appelle en anglais les diagnostics exactement. Oui. En anglais, on parle de assessment pour pouvoir aider notre public anglophone. Le psychologue peut faire tout ça. Tandis qu'un psychothérapeute ne peut pas le faire. Un psychothérapeute n'est pas accrédité pour pouvoir faire un diagnostic. Donc, un psychothérapeute travaille sur base des diagnostics qui ont été faits par le médecin ou bien le psychologue au besoin. Et lui, il pourra tout simplement appliquer la thérapie qui est basée sur les dialogues pour pouvoir aider la personne. Ça, c'est parfait. Et évidemment, juste pour pouvoir aussi ajouter, par exemple, pour pouvoir devenir psychothérapeute, ça peut être une question qui peut être posée normalement en Ontario, ou plus précisément dans l'association là où je fais partie, vous devez compléter les études post-gradué, autrement dit, vous devez avoir un doctorat et ensuite remplir les conditions qu'ils demandent pour pouvoir obtenir votre certificat et être reconnu pour pouvoir travailler comme psychothérapeute. Merci d'avoir clarifié cela. J'ai voulu vraiment faire la différence entre les trois dénominations avant que nous rentrions dans le sujet, surtout que ça concerne une maladie mentale. Parfait. Donc, comme je disais, docteur Eric, vous nous avez donné une définition de la dépression. Est-ce que vous pouvez nous donner les causes? Quels sont les facteurs qui sont responsables de la dépression? Les facteurs qui causent la dépression sont multifactoriels. Okay? Donc, lorsqu'on parle des causes multifactorielles, cela veut dire qu'il n'y a pas vraiment une seule cause qui peut déterminer la cause de la dépression. Donc, on essaie de passer par différentes évaluations. Mais si je peux illustrer quelques causes pour arriver à nous aider à avancer, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Le patrimoine génétique, c'est quoi? Il y a des gens qui peuvent hériter de leurs parents, oui, qui ont souffert de la dépression, et ces gens-là peuvent aussi être prédisposés à pouvoir souffrir de la dépression. Donc ça peut être une des causes. Il y a aussi le facteur organique, qui veut dire qu'il y a certains organes qui peuvent causer de la difficulté. Plus précisément, lorsqu'on parle de la thyroïde, on parle de l'hypothyroïde. Donc, lorsqu'il y a de la difficulté à ce niveau-là, des fois, ça peut aussi amener des troubles d'humeur. Il y a aussi le facteur environnemental. L'environnement, là où la personne évolue, plus précisément, admettons que la personne travaille à un endroit qui est extrêmement stressant, demandant, la personne peut se retrouver facilement avec ce genre de difficultés. Il y a aussi le facteur psychologique, la manière dont la personne a été éduquée. Il y a aussi, pour pouvoir ajouter, je sais que la science n'ajoute pas cela, mais ce qui est intéressant en faisant de la recherche, aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'est ajouté dans certaines documentations scientifiques. Il y a aussi le facteur spirituel que je crois qu'on pourra toucher plus tard, qui peut aussi être l'une des causes de dépression. Donc, ensemble, comme je disais, pour pouvoir arriver à déterminer la cause de la dépression chez une personne, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Donc, on ne peut pas tout simplement considérer un seul facteur et déduire que c'est la cause de la dépression. Donc, on doit aussi tenir compte des autres facteurs pour essayer ensemble d'arriver à bien diagnostiquer. OK, parfait. J'aimerais vraiment qu'on reste un peu de façon approfondie dans les facteurs de la dépression. Et parce que mon objectif, comme
je voudrais vraiment m'adresser là aux chers téléspectateurs, parce que l'objectif de cette émission est que tout le monde puisse en tirer, tout le monde puisse avoir bénéficié de cette émission. On va parler sur le plan médical, mais il faudrait aussi qu'on essaye de sortir un peu des termes pour que n'importe quelle personne puisse trouver son compte. Quand vous parliez, par exemple, des facteurs psychologiques, on va prendre un exemple de une confiance en soi. Quand vous dites par exemple que quelqu'un qui, dépendamment de comment la personne a été éduquée, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, juste comment un public peut retrouver une dépression là-dedans, comment un parent élève ou éduque un enfant peut avoir des conséquences plus tard à une dépression? Ok. Lorsqu'on parle de facteurs qui peuvent causer la dépression, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est il y a des événements tout le long de la vie qui pourront activer la dépression. Ok, maintenant, je vais juste essayer de répondre à votre question concernant le facteur psychologique. Lorsqu'on parle de facteur psychologique, juste un exemple pour pouvoir l'illustrer. Une fille qui est née dans une famille et lorsqu'elle est née, elle grandit. Et bien lorsqu'elle grandissait, elle a été souvent sujet des mépris, des rejets ou des moqueries. Ce qui va créer en elle, ça sera un manque d'estime de soi. Elle va se retrouver à un moment donné de sa vie où elle va avoir de la difficulté à pouvoir s'identifier étant que personne, parce que dans son inconscience, on l'a injecté un message qui était que tu ne vaux rien, ok, ou tu n'es pas belle, ou bien que tu es, peu importe, dépendamment de la manière dont la personne a été dénigrée. Donc, avec le temps, cela va créer un manque d'estime de soi chez la personne. La personne peut subitement se retrouver dans un environnement où quelqu'un peut faire un commentaire concernant son apparence ou bien concernant sa personne, et ces commentaires-là peuvent facilement déclencher, parce que la dépression, en fait, c'est un processus. On ne devient pas dépressé du jour au lendemain. Okay? Tout le long de cette interview, on va pouvoir décortiquer certains processus de la manière dont on arrive à pouvoir développer certaines de ces choses. Donc, la personne peut facilement s'entraîner dans ce genre de difficultés. Donc, autrement dit, une personne qui a évolué dans un environnement là où la personne était abusée, l'abus, ça peut être physique, mais ça peut aussi être verbal. Et je crois que l'abus qui cause beaucoup plus de tort, c'est l'abus verbal. Donc, si tu as été abusé tout le long de ta vie, tu as été sujet à de mauvaises paroles ou bien de mauvais traitements et tout ça, à un moment donné, ça peut créer un retrait en toi. Et ces retraits-là peuvent plus tard jouer contre toi. Donc, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Lorsqu'on n'est pas au courant de cela, on peut facilement passer de côté et ignorer que cela peut avoir des effets secondaires tôt ou tard. Ouais. Je vais toujours rester dans ces facteurs. On a vu des cas où on a dans des familles, on peut prendre un cas dans des familles où le père de la maison perd de l'emploi. Est-ce que cela, parce que parfois on voit le comportement de l'homme changer, on voit que ça a un impact dans la famille, dans les relations entre le mari et la femme, est-ce que cela peut aboutir ou amener à une dépression? Ok, ça je crois que ça va pouvoir nous ramener à ce que nous avons défini au début. Je l'avais défini expressement lorsque je parlais de la déprime et de la dépression. Je crois qu'au début, les sentiments ou bien les émotions ou les comportements que la personne peut développer ne sont pas obligatoirement la dépression. La personne peut être déprimée parce que la personne est triste. Et je crois que ça, c'est humain. Okay? Lorsqu'on fait face à des situations qui sont envahissantes dans notre vie, on a souvent tendance à pouvoir se réprimer en nous-mêmes et être triste. Donc, la personne peut être stressée si c'est un responsable, si c'est un père qui était responsable et qui prenait soin de sa famille, peut se retrouver dans une situation où il se sent incapable. Je crois que jusqu'à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment de la dépression. La personne est tout simplement déprimée. N'oubliez pas que même dans le monde de la psychologie, c'est difficile de pouvoir deux fois distinguer entre la déprime et la dépression. Okay? Mais souvent, on commence avec on est déprimé et lorsqu'on reste longtemps dans
un contexte de déprime, on peut facilement maintenant plonger dans la dépression. OK? Donc, on ne commence pas directement avec la dépression, on est déprimé. Ça veut dire qu'on fait face à une situation que l'on est supposé surmonter, mais on n'arrive pas à surmonter cette situation-là face aux réalités. Et en fin de compte, on commence à se retrouver un peu affecté. On reste dans cet état-là. Et lorsque cet état-là perdure, en même temps, ça commence à créer en nous ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques. Et ces troubles-là, plus tard, peuvent facilement nous amener ou bien nous plonger maintenant dans une dépression au propre sens du mot. Mais souvent, ces genres de dépression, c'est ce qu'on appelle les dépressions circonstancielles. Autrement dit, dans le langage de la psychothérapie, on parle de la dépression légère ou bien de la dépression moyenne. OK? Donc, on va pouvoir faire la distinction plus tard. Ce sont ces genres de dépressions. Et je crois que normalement, pour être honnête, chacun d'entre nous, à un moment donné de la vie, on peut passer dans exactement ça. Exactement. Donc, mais sinon, ce n'est pas obligatoirement la dépression. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer si c'est la dépression? Ça, je crois que c'est là où il faut essayer de donner quelques indices à nos téléspectateurs et je crois qu'on pourra y arriver avec le temps. Oui, on va parler de ça. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de différents genres de dépression, vous avez parlé de dépression sur le plan hormonal. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails? Parce qu'on a vu des gens qui sont malades, qui ont par exemple des maladies chroniques. Est-ce que cela peut avoir un impact? Comment ils réagissent? Comment ils prennent cela? Est-ce que cela peut les conduire à une dépression? Tout à fait. Pour pouvoir répondre à cette question, sans entrer en profondeur, il est important de pouvoir comprendre la manière dont notre cerveau fonctionne. La manière dont Dieu a conçu l'homme, l'homme a la dimension, en fait, on parle de la tripartie, l'homme a la dimension physique, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et dans le corps, Dieu a créé le cerveau. Et au niveau du cerveau, pour pouvoir comprendre la manière dont le cerveau fonctionne, c'est très complexe, mais dans cette complexité, Dieu a créé, il a mis en l'homme ce qui la psychiatrie définit par les neurotransmetteurs. Okay? Je ne vais pas entrer beaucoup en détail. Okay? Alors, parmi ces neurotransmetteurs, il y a 2 neurotransmetteurs, en fait, il y en a 3, mais je vais juste parler des 2. On parle de la dopamine et on parle de la sérotonine. OK, alors, lorsque une personne est malade, okay, la personne a des difficultés, cela peut créer un dérèglement par rapport à son métabolisme, la manière dont c'est supposé garder l'équilibre de la production de ces hormones-là. Exactement. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'il y a déséquilibre, cela peut aussi affecter. Parce que le corps de l'homme est supposé fonctionner d'une manière particulière. Et lorsque nous manquons certaines substances, automatiquement, il y a des effets au niveau de notre corps, des conséquences, ou autrement dit, il y a des réactions sur le corps parce que nous avons une carence par rapport à certaines choses. Donc, c'est pour cela, tantôt, j'ai fait mention des gens qui souffrent, par exemple, de l'hypothyroïde. Ces gens-là, ils ont des changements sur le plan hormonal dans leur corps et cela a été prouvé qu'ils sont beaucoup plus exposés à travers des changements ou autrement dit à travers des changements qui peuvent affecter leur humeur. Donc, ils se retrouvent souvent avec des problèmes de troubles d'humeur maintenant. Ne me demandez pas comment est-ce que ça peut affecter. Avec d'autres personnes, ils peuvent devenir beaucoup plus dépressés, autrement dit beaucoup plus tristes. Avec d'autres, ça peut se manifester différemment. Donc là, ça dépend de la manière dont ça se manifeste d'une personne à une autre. Ouais. Quand vous étiez en train de parler de la prédisposition, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a des problèmes de glande thyroïde, c'est-à-dire plus tard il a des prédispositions, ça m'amène directement à la prochaine question que je vais vous poser. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire, je sais que vous avez parlé de la génétique tout à l'heure, c'est-à-dire que si un parent, quelqu'un qui a un problème génétique et qui a traversé la dépression, on peut voir cela dans, c'est-à-dire les enfants, la descendance. La question que je vais poser, c'est qui est le plus à risque? Qui est le plus à risque? Avant de pouvoir répondre à la question qui est le plus à risque, j'aimerais juste essayer de donner un peu d'emphase concernant le facteur héréditaire.
Lorsqu'on parle de facteurs héréditaires, il est important de réaliser qu'ici, on fait référence à une personne dont le parent ou les arrière-parents ont souffert de la dépression majeure. Okay? On ne parle pas de quelqu'un dont le père ou la mère a souffert tout simplement de la dépression circonstancielle qui était basée sur une perte quelconque, soit d'emploi ou je ne sais pas, ou des difficultés sur le plan marital et tout ça. Non, on ne fait pas référence à cela. On parle d'une personne qui était réellement plongée dans une dépression majeure. Et plus précisément, lorsqu'on parle de la dépression catatonique, donc ça veut dire que la personne était vraiment dans une famille là où les gens ont souffert d'une dépression qui tendait plus vers la schizophrénie. Et souvent, selon les études, il est démontré que ces gens-là, lorsqu'ils ont des enfants, leurs enfants peuvent facilement être exposés. Autrement dit, ils sont prédisposés, ils peuvent facilement hériter cela. Parce que, bon, selon la science, il y a des dérèglements sur le plan humain et cela est dit que ça peut se passer du père au fils. OK? Donc, je sais que la Bible touche de cela, on va pouvoir y revenir beaucoup plus tard. Mais sinon, c'est plus précisément par rapport à cela lorsqu'on parle de la prédisposition. Maintenant, pour pouvoir répondre à ta question, qui sont beaucoup plus susceptibles à la dépression, selon les études, ce sont tout d'abord les femmes. OK? On trouve les femmes, à comparer avec les hommes, les femmes sont beaucoup plus exposées, on parle de 2 fois plus, exposées à la dépression que les hommes. En fait, cela s'explique. C'est parce que, comme vous le savez, durant le mois, le corps de la femme passe par différents stades, okay, des changements sur le plan hormonal. Et cela affecte aussi la manière dont la femme peut facilement faire face à la dépression. Il y a aussi, bon, naturellement, c'est un don de la part de Dieu. La femme est beaucoup plus émotionnelle. Donc, face aux circonstances, elle peut facilement réagir d'une certaine manière lorsque elle fait face à différentes situations qui peuvent être difficiles dans sa vie. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on retrouve aussi la dépression chez les jeunes. Oui. On retrouve la dépression chez les jeunes et la dépression chez les jeunes, c'est assez difficile à détecter, plus précisément chez les adolescents, parce que lorsqu'un enfant grandit, arrivé à un certain âge, on se retrouve souvent avec cette tendance de retrait. Naturellement. Maintenant, l'enfant peut être dans une phase de dépression sans que les parents puissent s'en rendre compte. Évidemment, on va toucher à cela pour pouvoir donner quelques indices aux parents, comment le détecter. Et on les retrouve aussi chez les hommes. Bizarrement, les hommes sont aussi beaucoup plus exposés à la dépression. Donc, en bref, par rapport à la dépression, si on peut donner une réponse d'ordre général, je dirais que tout le monde est exposé à la dépression. Même les personnes âgées, plus précisément chez les hommes, lorsqu'ils vont en retraite. Vous serez surpris de vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils vont vers la retraite, ils sont beaucoup plus exposés à la dépression. Ici, une fois de plus, on parle de la dépression. Est-ce que c'est parce qu'ils sont enlevés de l'activité, ils n'ont rien à faire ou bien ils n'ont rien de planifié? Non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Il y a des choses. Je vais juste essayer de toucher un peu à cela parce que cette question m'a été posée il y a quelques temps. Vous devez réaliser qu'un homme qui a travaillé toute sa vie, ou bien qui était actif, qui travaillait, qui était productif, qui se retrouve, admettons que c'est une retraite forcée parce que la compagnie dit qu'à 65 ans, vous devez arrêter de travailler. Vous êtes là, vous travaillez et vous gagnez autant d'argent. Oui. Maintenant, vous vous retrouvez avec un salaire qui peut être le 1/5 ou le 2/5 de ce que vous gagnez. Il se retrouve, il a 65 ans, s'il a encore de la vigueur, s'il est encore fort, il se retrouve maintenant incapable de pouvoir subvenir à ses besoins de la même manière qu'il était en mesure de le faire il y a quelques temps passés. Ça peut déjà toucher. Il y a aussi le fait de pouvoir devenir inactif qui peut aussi toucher, parce que lorsqu'une personne est inactive, la personne reste à la maison, naturellement, tu passes plus de temps à réfléchir, à penser. Et en réfléchissant, si tu réfléchis plus vers le négatif, ça peut facilement te plonger aussi dans la dépression. Mais une fois de plus, c'est difficile à détecter parce que la personne elle-même peut ne pas se rendre compte qu'elle souffre de cela. Et chez des personnes âgées, souvent, vous avez quelques indices
vous allez tout simplement vous rendre compte qu'il y a un papa qui était joyeux subitement